Je prends une balle vraiment juste sous l'aisselle. Donc elle me traverse le corps, m'écroule au sol immédiatement, quoi. Je tire de nouveau et je lui mets une balle pile ici, juste au-dessus du cœur, au niveau de la trachée, quoi. Donc il tombe, il s'écroule et il décède à 2 mètres de moi, quoi. Donc bonjour, je m'appelle Franck Robin, j'étais gendarme à l'antenne GIGN de Guyane. Et je vais vous raconter mon histoire. Quand je suis arrivé en gendarmerie, je me suis épanoui parce que j'étais bon en sport, j'étais bon en tir. J'ai passé le concours de sous-officier, mais il me manquait ce côté action en fait, que je ne retrouvais pas, que ce soit dans les missions ou dans la formation. Il me manquait vraiment ce côté action, ce pourquoi j'avais été formé. Donc avec la mère de mes enfants, on a décidé de partir en Outre-mer parce que c'était un choix de notre part. Et moi j'ai décidé de demander la Guyane, parce que la Guyane, c'est vraiment le département où l'engagement opérationnel est le plus important. Avant de partir, moi, j'ai eu la chance de bénéficier du premier stage de formation délivré par le GIGN pour partir en Outre-mer. C'était vraiment un stage, pas de test, mais c'était la première fois qu'ils mettaient ça en place, la première fois que le GIGN s'ouvrait un petit peu à des gendarmes extérieurs, parce qu'ils restent très en vase clos, c'est normal. Et donc j'ai été formé à l'intervention spécialisée, qui est un domaine différent de l'intervention professionnelle qui est enseignée en gendarmerie. Et j'ai pu partir en Outre-mer. On a été les premiers, on était une quinzaine de gendarmes à être formés en 2008. On était vraiment les premiers. Maintenant, c'est un stage qui est obligatoire pour pouvoir pour être affecté en antenne GIGN, que ce soit en Outre-mer ou en métropole. Parce que depuis, après les attentats de 2015, il y a les antennes GIGN qui ont été formées un petit peu partout sur le territoire national pour intervenir au plus vite. J'ai pu bénéficier de ce stage avec 15 autres et ensuite on a été affectés dans les différents outre-mer justement pour pouvoir faire bénéficier les autres de notre première formation, quoi. Voilà. Et en fait, en Guyane, on a le côté, 90% du territoire, c'est de la forêt. Et il y a énormément d'orpaillage illégal, donc c'est chercheurs d'or. Et nous, notre métier, c'est vraiment de lutter contre ce fléau, qui est un fléau, un désastre aussi bien écologique que humanitaire, parce que sur les sites, on retrouve énormément de prostitution, énormément de drogue, énormément de règlements de compte. Donc beaucoup de décès, beaucoup de règlements de compte, beaucoup d'homicides. Parce que la Guyane, là, en ce moment, on parle beaucoup de ce qui se passe dans les quartiers de Marseille, dans les différentes villes en France. Mais en Guyane, ça fait 30 ans que ça dure, même plus. Il y a 15 fois plus d'homicides en France que sur le territoire national. Et il y a 30 fois plus de vols à main armée. C'est vraiment un territoire où l'insécurité est quand même assez une monnaie courante parce que les gens qui vivent là-bas, c'est beaucoup... Il y a quand même beaucoup de clandestins et les gens viennent du Brésil, ils viennent du Suriname, où c'est des États qui sont très pauvres et où la criminalité c'est exponentiel par rapport à la France. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes notions que nous d'ordre, de valeur. C'est complètement différent. Donc, on doit faire respecter les lois françaises sur un territoire d'Amérique du Sud. Donc, c'est pas quelque chose qui est évident à faire. Mais notre travail, c'est de nous efforcer à faire cela et les missions justement de lutte contre l'orpaillage illégal. Donc ça se passe vraiment en forêt profonde, au milieu de la jungle. Il n'y a que les garimperos. Les garimperos, c'est les chercheurs d'or clandestins qui y sont et les militaires ou les gendarmes, parce que les Guyanais, les touristes, ils n'y vont pas dans ces territoires-là. C'est trop hostile. Et puis soit il faut y aller, il faut plusieurs jours de pirogue et de marche, ou alors c'est en hélico. Donc voilà, quoi. Alors ma première mission, c'est dès que je suis arrivé, c'était avec Pedro, le capitaine, le commandant de l'unité. On était parti en infiltration sur plusieurs jours. Donc on avait été posé en hélico en corde lisse, vraiment au milieu de la jungle profonde, de façon à ne pas nous faire déceler. Et on devait nous approcher au plus près d'un site illégal, parce que 3 ou 4 jours après, il y allait avoir une grosse mission, vraiment une mission d'ampleur avec 5 ou 6 hélicos. Et pendant qu'une unité, donc des gens de mon unité, appuyés par des militaires, donnaient l'assaut sur les villages, on sait que quand les garimperos, ils entendent les hélicos arriver, ils ont le temps de partir, donc avec les quads, avec les pirogues, et d'enlever tout le matériel de valeur, donc que ce soit l'or, que ce soit les armes, que ce soit les radios, les moyens de transmission. Et après, en fait, quand on arrive sur place, on ne trouve plus que les travailleurs avec les quelques matériels qu'ils n'ont pas pu emmener ou les vivres. Mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, quoi. Nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est d'appréhender les gens qui ont l'or, forcément, les moyens d'armement, les moyens de radio,
Et les gens qui partent, c'est les piroguiers, les pilotes de quad, les patrons, les hommes de main, tout ça, c'est des gens qui partent en premier. C'est des gens qui, eux, ont des choses vraiment à se reprocher, plus que les travailleurs, qui sont ni plus ni moins que des clandestins qui vivent en forêt. Donc eux, c'est vraiment la priorité, c'est de les appréhender. L'idée, c'était de faire une infiltration, de s'approcher au plus près du village et de créer des embuscades pour faire des bouchons quand ils allaient prendre la fuite au moment de l'assaut. Donc nous, on devait de faire une embuscade sur un cours d'eau, parce qu'on savait que les Garimperos allaient repartir avec leur pirogue par ici. Et donc voilà. Au moment à 9 h du matin, quand les hélicos, avec les comptes rendus radio, on sait déjà que la mission va avoir lieu, parce que des moments, suivant les conditions météorologiques, les hélicos ne peuvent pas décoller. Donc ça nous arrive des moments de devoir être récupérés, par exemple, un jeudi, puis l'hélico, il vient nous récupérer que le samedi, parce qu'il ne peut pas venir nous chercher. Donc on a fait un bouchon sur la rivière, on a tombé un énorme arbre, on tombe au milieu du cours d'eau, donc on est persuadé que la pirogue ne peut plus passer. Et en fait, au moment où elle arrive, c'est une pirogue qui fait 15 mètres de large, ils sont à peu près une vingtaine de clandestins dessus. Et en fait, quand ils voient ça, les piroguiers au loin, en fait, il arrive, il fonce dans l'arbre, en fait, il arrive à passer au travers, je ne sais pas comment, quoi. Et donc moi, j'avais le fusil à pompe. Et donc j'ai tiré sur le moteur pour arrêter. Les piroguiers, souvent, c'est des gens extrêmement déterminés, parce que pour eux, leur pirogue avec le chargement dessus, il y en a pour 5 000 – 10 000 €, même plus, eux, ils peuvent pas se permettre de le perdre. Donc nous, les interceptions qu'on faisait, c'était la plupart du temps de nuit. Donc c'est des go fast, en fait. Ça revient à faire des go fast comme on peut connaître en métropole en voiture. Et nous, ça se fait en pirogue, sur les cours d'eau, de nuit à 70 – 80 km/h. Pour ça, on avait des jet skis. Et on a énormément d'usage des armes avec eux, quoi, parce que c'est des gens qui sont prêts à tout, en fait, simplement pour pas qu'on les appréhende. Et donc nous, on essayait toujours de préserver l'intégrité physique des personnes. Donc on utilisait beaucoup, dans un premier temps, de moyens de force intermédiaire. Donc le 40 mm, ça a été efficace en métropole pour les gilets jaunes. Contre des Garimperos, c'est pas du tout efficace. Nous, on avait de la gomme cogne ou vraiment des grenades spécifiques qu'on employait avant de monter vraiment sur des armes létales, quoi. J'aimais bien travailler avec une équipe, ma Dream Team, hein. Donc j'avais Ali, Ben et Marius. C'était vraiment des frères d'armes. Quand on partait en mission, on avait vraiment des moments qui étaient très sensibles, où on partait sur des gens armés et déterminés. Et donc du coup, on a besoin d'être confiant avec les gens avec qui on est vraiment, c'est essentiel. Et un jour, on était parti sur plusieurs missions atypiques, hein, mais celle-ci, on était parti sur des braqueurs. C'est des Brésiliens qui braquaient des voitures sur une route, sur les RN2, pour ensuite s'en servir pour acheminer le fret en forêt. On avait réussi à les localiser sur un carbet en forêt. Et c'était des gens qui étaient extrêmement mobiles, donc il fallait qu'on intervienne au plus vite. Donc on a eu le renseignement en milieu d'après-midi. Il fallait qu'on intervienne avant 18 h, parce qu'après, on savait qu'ils allaient déguerpir, qu'ils allaient quitter les lieux. On s'est mis en place autour du carbet, et quand on est arrivé, ils étaient 4 braqueurs, donc il fallait absolument qu'on chope les 4. On ne pouvait pas se permettre d'en perdre un. Et quand on est arrivé, en fait, on les a observés. Ils étaient en train de nettoyer leurs armes dans le carbet, donc ils avaient des revolvers 38, ils avaient des fusils à pompe, ce qu'ils utilisaient pour les braquages. On s'est mis en place, et moi j'étais avec Ben et Ali, et Marius, lui, était un petit peu plus loin avec Pedro et le reste de l'équipe. Et là, on était persuadés, enfin, on savait qu'il fallait vraiment intervenir le plus rapidement possible, pour ne pas leur laisser la possibilité de faire usage de leurs armes. Le terrain n'était vraiment pas à notre faveur, donc on a intervenu sur le haut. Au fur et à mesure qu'on approchait, on avait une vue sur le carbet. On n'était pas du tout protégés, quoi. On a eu la chance que, comme ils étaient focalisés sur le nettoyage de leurs armes et ils discutaient entre eux, ils étaient en train de boire une bière, ils n'ont pas tourné la tête simplement pour nous voir. Donc on a pu s'approcher au plus près et vraiment donner l'assaut, les interpeller quand on était quasiment au contact, quoi. Alors mon ultime mission, c'est une grosse mission coordonnée avec l'armée de terre. On devait donner l'assaut sur un site d'orpaillage illégal. Et c'était des missions qu'on faisait très régulièrement, sans difficulté particulière, comparé aux missions qu'on faisait qu'avec mon unité, des missions d'infiltration. Donc on intervient au moment où les hélicos survolent la zone. Moi, je repère une zone vie. Donc une zone vie, c'est là où vivent les Garimperos, parce qu'il y a les zones de travail où ils travaillent et les zones vie
dissimulés sous la canopée, souvent qu'on repère au dernier moment en fait. Quand on les survole en hélico, on voit les bâches. S'ils nous posent au plus près dans une zone un peu dégagée, donc on descend. Et on se met à courir pour arriver sur la zone vie. Quand on arrive, comme les hélicos au feu du bruit, comme la plupart du temps, la majorité des garimpeiros sont fuis en emportant le matériel avec eux. Il y a 2 Brésiliennes qui sont là et un homme qui sont un peu hagards au milieu du village, qui n'ont pas eu le temps de fuir, ou alors il y en a une qui est malade. Donc je les contrôle rapidement. Bon, c'est juste des clandestins, donc on n'a pas la possibilité sur cette mission de les évacuer. Donc je les fouille, je prends les identités et après je continue de fouiller la zone avec les différents carbets. Donc dès que j'arrive dans un carbet, je tombe les bâches sur les côtés pour avoir une vue au travers en fait, parce que sinon, une fois qu'on est à l'intérieur, on n'a pas de vue sur le reste du village. Je vois travers sur un carbet un petit peu plus loin, vraiment à la lisière de la forêt, je vois un homme, un autre Brésilien, une vingtaine d'années, qui est en train de s'affairer autour d'un quad en fait, que je n'avais pas vu. Donc je fonce sur lui directement. Et parce que le quad, pour nous, il est intéressant quand on les saisit. Après, ça nous fait un moyen de locomotion pour nous déplacer beaucoup plus vite en forêt. Donc je contrôle cet homme avant qu'il puisse, je l'appréhende, avant qu'il puisse partir déjà. Je le contrôle, il a un petit peu d'or sur lui, un téléphone portable, et je m'aperçois qu'il a les yeux vitreux en fait. Donc je comprends qu'il est sous l'emprise de stupéfiants. Et en fait, il commence à me parler en brésilien, mais je comprends pas tout ce qu'il me dit, quoi. Et je comprends en fait que le quad, il veut récupérer le quad. En gros, il veut essayer de me négocier, me laisser l'or pour partir avec le quad. Donc je fais bon, c'est pas possible. Donc je lui fais le signe de partir, il veut pas. Donc je mets un coup derrière la tête en lui disant vas-y. Maintenant, tu pars, parce qu'avec son identité, c'était pas quelqu'un de recherché, simplement. Et donc, je lui dis de partir. Et donc, au bout d'un moment, il acquiesce et il part. À peu près 10 minutes après, ce Brésilien, pendant que je suis en train de continuer de fouiller le village, en fait, j'entends un coup de feu et un deuxième coup de feu. Donc, je me plaque au sol, je me cache derrière un abri de fortune, derrière un tronc d'arbre. En fait, je m'aperçois que ce Brésilien, il est revenu dans le village. Et donc moi, je sors mon arme, je lui fais signe, il est loin, il est à peu près 30-40 mètres. Donc je lui fais l'injonction de lâcher son arme. Et en fait, il doit s'apercevoir que le quad, il ne peut pas le récupérer, parce que moi, je suis proche. Donc il ne peut pas venir récupérer son quad. Et donc en fait, pour partir, il prend un autre Brésilien, l'autre homme brésilien qui était, il le met devant lui comme un bouclier humain, quoi, en fait. Donc moi, je peux pas faire usage de mon arme pour l'instant, parce que comme il a l'autre devant lui. Et donc il recule, et au moment où il arrive en lisière de forêt, là, il déguerpit. Il est hors de question, on devait rester plusieurs jours sur place, il est hors de question de laisser un homme armé à proximité. C'est pas concevable, il faut absolument qu'on le recherche, qu'on le retrouve. Donc avec mon camarade, on fait une vague de ratissage, mais on n'est que 2, c'est hyper dense la forêt, donc on avance en sécurité, pendant qu'il y en a qui appuie, l'autre il avance, et au fur et à mesure comme ça, donc rapidement je comprends que à 2 on va jamais y arriver, c'est pas possible, c'est beaucoup trop dense, et on sait pas en plus où il est, quoi. Donc je décide de prendre le quad, et pour aller chercher les renforts des militaires qui sont restés un petit peu plus loin sur la zone de travail, à peu près 10 minutes, un quart d'heure à pied, donc en quad j'irai plus vite. Donc je prends le quad, et comme j'ai réussi à faire les fils, il démarre, et je reprends la piste par laquelle on est arrivé pour aller chercher les militaires. En fait, il y a le Brésilien qui a dû entendre le quad, et il a contourné le dispositif. Et au moment où j'arrive, en fait, il sort de la forêt, donc il bondit au milieu de la piste quasiment. Et en fait, il me menace avec son revolver tout de suite. Mon arme, je ne peux pas la sortir, hein. Comme je suis assis et que le gilet pare-balles, je ne peux pas sortir mon arme, elle est coincée, j'y arrive pas. Donc je saute du quad et je me mets sur le côté, donc ça prend une fraction de seconde, hein, ça va très très vite. Et en même temps, je fais signe au Brésilien de se calmer avec ma main. Et au moment où j'arrive à sortir du quad, je suis sur le côté, donc je sors mon arme juste de l'étui comme ça, toc, dans cette position. Et en fait, à ce moment-là, moi je tire, et lui il tire en même temps en fait. Et donc moi je le touche au niveau du bras. Et lui, en fait, il me met une balle au niveau de... Comme je suis sur le côté et que je lui fais signe avec la main de se calmer, en fait, je prends une balle vraiment juste sous l'aisselle. Donc elle me traverse le corps, transperce les poumons, mais surtout, je vais avoir la moelle épinière qui va être sectionnée sur le coup. Je m'écroule au sol immédiatement, quoi. Là, il n'y a vraiment plus de pile, quoi. C'est vraiment... Je tombe au sol directement. Et le Brésilien, lui, il continue
continue d'avancer sur moi, je le vois, je me focalise vraiment sur le barillet de son arme. Parce que c'est un revolver, donc c'est un barillet. Je sais qu'il a déjà tiré dans le village, je sais qu'il m'a tiré dessus. Et en fait, je me focalise sur le barillet pour voir s'il a toujours des cartouches, pour voir s'il est toujours capable de faire usage de son arme. Et en fait, je vois des trous vides et je vois une balle. Donc, je sais qu'il est toujours capable, je sais qu'il a toujours la possibilité de tirer. Et c'est quelque chose qui est un peu... Comment dirais-je? On se focalise là-dessus, sur le danger, mais en fait, même si le barillet avait été vide, il aurait pu quand même avoir une balle dans le canon et tirer. Donc, mais bon, on se focalise sur quelque chose. Moi, c'était vraiment les barillets de son arme. Et ça prend fraction de seconde. Hein. Ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite. Et donc, il continue d'avancer sur moi et je vois dans son regard, je vois sa détermination et toute la haine. En fait, je sais qu'il va venir. En fait, il va récupérer son quad, mais avant, il va certainement me finir. Donc moi, comme je suis au sol, en fait, j'ai toujours mon arme. Je n'ai pas lâché mon arme. J'ai mon arme encore dans la main. Et en fait, quand je le vois, quand il arrive sur moi, en fait, avant qu'il puisse tirer, en fait, je tire de nouveau et je lui mets une balle pile ici, juste au-dessus du cœur, au niveau de la trachée, quoi. Donc il tombe, il s'écroule et il décède à 2 mètres de moi, quoi. Donc moi, à ce moment-là, je suis au milieu de la forêt, il y a rien autour, il y a quasiment pas de bruit. Et donc j'essaye de crier au secours. Et j'ai la sensation que mon corps est coupé en deux. J'ai l'impression qu'il y a la partie basse de mon corps qui est là, et le reste, ma tête est ici, en fait. Donc je me dis, c'est pas possible, au niveau de la balistique, tu as juste pris, t'as pris une balle, donc une balle de 38. Tu peux pas avoir ton corps qui est coupé en deux, c'est pas possible. Et pourtant, j'ai vraiment ces sensations-là. Donc, je suis persuadé qu'à ce moment-là, en fait, je suis en train de me vider de mon sang et que je suis en train de mourir et qu'il va me rester quelques secondes, voire quelques minutes à vivre maximum, quoi. En fait, le reste de mes cartouches, je tire, je suis au sol, en fait, je me retourne, je me mets sur le dos, et je vois les arbres au-dessus. Et en fait, je tire en l'air, donc je vois les feuilles qui volent pour avertir de ma position. Donc, rapidement, j'ai deux camarades qui arrivent. Donc il y en a un qui prend le quad pour aller chercher les renforts, parce qu'il y avait, avec les militaires, il y avait une infirmière et un médecin. Et le deuxième, il vient, et en fait, moi, je lui demande de me checker, de regarder où je suis blessé, parce que je lui dis que j'ai pris une balle, mais je ne sais pas où, de me regarder. Et je lui dis surtout, tu diras à mes enfants que je les aime, parce que je suis persuadé, en fait, que je ne les reverrai plus. À ce moment-là, je suis persuadé que je vais mourir, quoi. Vraiment, c'est vraiment j'en suis intimement convaincu que vraiment par rapport à ma blessure, j'arrive plus à respirer, j'ai l'impression de me vider de mon sang. Je suis persuadé en fait que je ne reverrai plus mes garçons. Le problème, c'est qu'en Guyane, nous, on n'est pas en OPEX. C'est vraiment une opération intérieure et les protocoles sont complètement différents. Donc moi, en fait, ils m'évacuent sur la zone où les hélicos viennent me chercher pour qu'ils viennent me récupérer au plus vite. Et l'hélico va mettre plus de 3 heures à venir me chercher, en fait. Parce qu'il vient de Cayenne, mais le temps de sécuriser la zone, le temps de tout ça et tout. Donc voilà, c'est vraiment... c'est complètement différent. Donc après, je suis évacué sur Cayenne. Donc sur Cayenne, face à ma blessure, ils ne peuvent pas faire grand-chose, en fait. Donc ils décident de m'évacuer sur l'hôpital du Val-de-Grâce. Donc là, pareil, encore une fois, la différence, en tant que gendarme, on est évacué dans le milieu, avec un milieu civil. J'aurais été militaire, un avion Falcon médicalisé serait venu de métropole pour me récupérer et m'évacuer. Alors que là, je suis évacué sur un brancard à l'arrière du vol Air France que tout le monde prend, juste en dessous des lumières, quoi, sur les sièges. Donc il y a un médecin qui m'accompagne, un médecin urgentiste de l'hôpital de Cayenne avec une infirmière. En fait, ce médecin, en fait, il profite de cette évacuation pour rentrer en métropole, donc il s'en fout royalement de moi, quoi. Et pendant le vol, je tombe en panne en fait, j'ai une panne d'oxygène. Donc en fait, je sens que je suis en train de m'étouffer. Et heureusement, j'ai la mère de mes enfants qui m'a accompagné et Steph, un officier de unité également, qui rentre en métropole et qui m'accompagne sur le vol. Donc il me check sans arrêt et tout le temps avec moi pendant le vol de 8 heures. Et en fait, il ne me quitte pas des yeux. Et il s'aperçoit en fait que je ne peux plus respirer, quoi, que je suis en train de suffoquer, parce que j'ai l'oxygène à fond, comme j'ai les poumons qui sont perforés, j'ai un drain thoracique, parce que sinon il y a beaucoup de liquide qui se met. Et donc du coup, avec les stewards, ils cherchent le médecin qu'ils ne trouvent pas, et avec les stewards, ils arrivent à me brancher les bouteilles d'oxygène d'Air France avec le masque, changer le masque et tout, pour que je puisse respirer. Donc le vol a été un peu catastrophique. Donc quand j'arrive à Val-de-Grâce, je suis parti de Cayenne. Pour les médecins de Cayenne, j'étais un état stabilisé.
Donc au Val-de-Grâce, ils s'attendaient à me trouver dans un état stable. Et en fait, quand j'arrive, je suis pronostic vital plus qu'engagé. Donc il y a un mère de mes enfants qui est là, mes parents également étant avertis, ils nous attendent sur place. Et ça, c'est moi, ça, je l'ai pas vécu. Enfin, je l'ai pas vécu. Je me rappelle plus. J'ai aucune notion de ce moment-là. Mais en fait, les médecins, avant de m'opérer, parce qu'il faut m'opérer en urgence, ils vont convoquer la mère de mes enfants et mes parents pour leur dire qu'il faut qu'ils viennent me dire adieu, parce qu'il y a très peu de chances que je survive à l'opération, en fait. Parce que mon état, je suis trop faible au niveau pulmonaire et tout. Ça va être compliqué, quoi. Donc c'est un passage qui est difficile. Et la gendarmerie, là-dessus, nous a vraiment soutenus. Quand je suis arrivé, les généraux, ils lui ont dit Franck est mon fils, et Noah, Charlie et Jules, ce sont mes petits-enfants, quoi. Et on a toujours été, en gendarmerie, on est vraiment une force humaine, on est vraiment une famille. Et le côté humain, en tant que blessé, on a vraiment une très très bonne prise en compte. C'est une grande famille, en fait, la gendarmerie. Et moi, je l'ai vraiment vécu, ça. Ouais, donc en fait, au final, je me réveille de l'opération. Comme ils m'ont dit, j'ai une bonne composition. Donc, ouais, parce que comme j'étais sportif, ça m'a beaucoup aidé. Et j'arrive à me reconstruire. Donc, moi, en fait, je m'étais vu mort. Donc, quand j'ai été blessé, moi, j'étais blessé ici. Donc, j'ai pris ma balle assez haute. Donc, je suis à la limite de la tétraplégie. Et en fait, ils m'ont opéré en urgence également parce que l'hématome était en train de se former sur la moelle épinière. Et en fait, je pouvais me retrouver tétraplégique. Donc, en fait, avant que je sois opéré, la mère de mes enfants m'avait dit, en fait, j'avais conscience que voilà, je sentais plus mes jambes et tout. Et je lui avais dit, par contre, paraplégique, je peux vivre. Tétraplégique, j'arriverai pas à supporter, quoi. Il faudrait que tu m'aides à partir. Parce que dans ma tête, à ce moment-là, être dépendant de tétraplégie, je voyais ça vraiment comme être dépendant de quelqu'un. À ce moment-là, je pouvais pas l'accepter, c'était pas possible. Tant paraplégique, bon, j'ai envie de dire, on vit normalement, à peu près, quoi. À peu près. Mais tétraplégique, c'était pas possible à ce moment-là, quoi. Donc voilà. Donc après l'opération se fait, donc les différents hôpitaux et tout, et il faut se reconstruire. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment mes garçons, en fait. Ça a été j'ai puisé ma force dans eux parce que je voulais pas qu'ils me voient comme, je voulais pas qu'ils me voient m'abattre, je voulais pas qu'ils me voient faible, en fait, parce que moi, j'ai été élevé dans un milieu rural où on peut pas s'épancher, c'est pas possible. C'est signe de faiblesse, en fait. Donc j'étais élevé dans ce milieu-là. Et, voilà, c'est pas un problème. Et donc, je voulais vraiment que mes garçons continuent de me voir qu'ils ne me voient pas comme un papa handicapé, mais quand ils me voyaient partir en mission, ils me prenaient un peu pour un super-héros. Bah, je voulais qu'ils gardent cette image de moi, en fait. Je me suis mis au sport, donc avec des rencontres, avec Patrick, notamment, un ancien champion du monde de handbike. Je me suis décidé de me mettre au handbike. C'est un sport où on pédale avec les bras. Parce que c'est vraiment un sport où ça demande beaucoup de dépassement de soi, et c'est aussi un sport en tant que personne handicapée, on a besoin de personne, en fait. Moi, je fais mon transfert dans le vélo, je remonte dedans, j'ai pas besoin d'aide extérieure. Alors qu'il y a certains sports, il faut des aides extérieures et tout. Donc voilà, et puis c'est un sport individuel, moi je préfère les sports individuels. Donc je me suis mis dans ce sport, et donc il a fallu s'entraîner beaucoup pour pouvoir être performant, parce que le niveau est très haut, et puis c'est des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec les bras. Et j'ai eu la chance en 2014 de pouvoir participer à la première compétition des Invictus Games. Donc, les Invictus Games, c'est vraiment une compétition qui est faite pour les blessés militaires, qui a été mise en place par le prince Harry. Hein. Donc je l'évoque dans mon livre, toute la genèse. Et avec l'équipe de France, on est parti en 2014 à Londres. On était 18. Donc je suis parti sans du tout connaître le niveau qui m'attendait. Parce que moi, je commençais juste à faire les compétitions. C'était vraiment le début où je m'étais inscrit dans un cadre, on va dire, de compétition et plus de loisirs. Donc ça a vraiment été ma première compétition internationale. Et le fait de gagner un médaille d'or, ça a été génial. Et il y avait mon fils qui m'a accompagné sur place, Noah, mon grand. Et là, j'ai vu toute la fierté dans ses yeux. Donc pour moi, c'était génial parce que j'avais réussi quelque chose, et je revoyais Noah, je voyais la fierté de nouveau dans ses yeux, un petit peu quand il me voyait partir en hélico en mission. Donc voilà. Et après, j'ai participé à différentes compétitions dans le civil et dans les Invictus Games. Donc les Invictus Games, le niveau de compétition, il est beaucoup moins important que dans le milieu civil, parce qu'il y a moins de monde, et voilà, mais c'est le côté reconstruction par le sport. Par contre, il y a vraiment une entraide entre les blessés militaires, au-delà de l'aspect compétition. Ce qui est important dans les Invictus Games, c'est vraiment la fraternité entre soldats,
des différentes armées et des différentes nations qui permet vraiment de... Et les familles également, les familles sont là et ça permet aussi de créer des liens très forts, quoi. Oui, quand j'ai eu ma blessure, moi, c'est vrai que le handicap, je l'ai pas, je l'ai vécu comme un nouveau défi, comme une nouvelle compétition, et qu'il fallait que je fasse face à ce, on va dire, à ce sort de la vie, quoi, qui nous tombe dessus, qu'on n'a rien demandé. C'est vrai on doit faire face à un nouveau corps, c'est un nouveau défi, mais il faut l'accepter et essayer de se battre pour, parce que c'est ce que je dis, la vie est différente, mais elle n'est pas moins belle, quoi. Mon livre, Pour 23 grammes d'or, qui sort le 21 novembre, dans toutes les bonnes librairies, aux éditions Mareuil Éditions. Donc là, je raconte mon parcours, toutes mes missions que j'ai pu faire dans l'Enfer Vert, mes missions d'infiltration avec mon unité, vraiment des missions spécifiques. Donc je raconte les différentes tactiques et tout ce qu'on a pu rencontrer. Et la reconstruction, l'après-blessure, ma blessure et les différents défis auxquels il faut faire face après pour se reconstruire.